pouvons nous contenter de sceller le sort des générations futures, nous qui sommes encore capables d'agir. Mais l'écologisme est une lutte pour les droits humains, pour la liberté, pour la vie. Alors j'espère contribuer un peu à la machine à penser de demain, avec ma voix, mes mots, avec vous, et grâce au débat que l'on provoque souvent dans notre entourage, nous, les hérétiques verts carencés en B12. Oikos, c'est la maison en grec. Parce que la maison n'est pas celle dans laquelle on s'enferme pour ne pas voir les problèmes du dehors, mais celle qui respire avec nous et qu'on appelle terre. Parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer, inclusif, bienveillant, moins riche de superflu et davantage empli d'humanité. Oikos est à la racine du mot écologie, comme nous sommes à la racine de ce nouveau foyer. Nous vivons dans un monde aux crises multiples, et si elles sont devenues normalité, c'est sûrement nous, humains, qui sommes en crise. Oikos est une feuille de brouillon, une boîte à idéal, un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs, de nos espoirs, de nos révoltes, à nous, les gens qui pouvons encore faire basculer le monde. Qu'on soit désillusionnés ou utopistes, on est toutes et tous pleins d'angoisse, mais une liberté immense s'étale devant nous. Alors laissons nos pensées envahir l'espace sonore pour se battre contre le plus grand danger de notre temps, l'indifférence. Dans Oikos, on explore les bourgeons et les branches, les feuilles mortes et la sève d'un nouvel arbre de vie. Bonjour, c'est Salda Petit Pois. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une voix qui m'est chère dans ce vaste champ de l'écologie politique. Aujourd'hui, on va discuter avec Damien Deville, géographe et anthropologue de son état, représentant national des territoires au sein du parti Europe Écologie Les Verts, militant et penseur écologiste. Ça fait plusieurs fois qu'on se croise avec Damien, qu'on échange et que j'apprécie ses réflexions emplies de poésie et ses combats qui en reviennent toujours à cette notion si essentielle, aussi bien pour lui que pour moi, le lien. Le lien entre nous, le lien au vivant, les liens qui nous raccrochent aussi encore à cette humanité en péril. Je suis très heureuse qu'il ait accepté de dialoguer avec moi autour de ses idées fortes au micro d'Oikos. On parlera de l'Afrique de l'Ouest, des réseaux sociaux, des territoires, de grandir en meute, mais aussi et surtout de comment on peut repenser une écologie de la relation. Vous êtes les bienvenus pour qu'on défriche ensemble tout ce champ de pensée. Vous écoutez Oikos, saison 2, épisode 3. Belle écoute. Salut Damien. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler à mon micro, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils sachent un peu qui tu es ? Alors écoute, je suis un tout jeune anthropologue et géographe, tout jeune parce que je viens tout juste d'avoir mon doctorat il y a quelques mois là. Et je travaille beaucoup sur la relation à l'autre, humain comme non humain, et j'essaye de voir comment de cette relation, on peut en faire de nouveaux projets de territoire, de nouveaux projets démocratiques, une nouvelle vision de l'international, c'est-à-dire potentiellement un nouvel universel. Et puis récemment, il y a quelques années, un continent est rentré dans ma vie, l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Alors je pense que on a tous des identités plurielles, et ça serait un grand message de paix de le valoriser d'ailleurs. Et dans ces identités plurielles, je crois qu'on a des identités imaginées. C'est-à-dire des identités qu'on ne comprend pas très bien, mais qui sont quand même là, quotidiennement, qui nous regardent un peu par-dessus l'épaule et qui guident nos pas. Et je crois que l'Afrique de l'Ouest, c'est exactement ça pour moi. C'est un sous-continent que j'ai du mal encore à comprendre, mais qui est très présent dans mon esprit et dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, dans ma manière de dire, dans la manière de me projeter demain. Je crois que les soleils des Afriques sont quand même assez présents. J'adore, t'es trop poétique, c'est trop stylé. Oui, je précise aussi qu'on enregistre dans un lieu trop chouette qui s'appelle la Recyclerie à Paris. Et du coup, s'il y a des petits bruits environnants, c'est pour ça. Ensuite, autre question que j'ai intégrée dans la saison 2, qui est un peu vaste, c'est quelle est la parole que tu portes ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec cette question. En fait, elle est assez libre d'interprétation. Et c'est un peu pour dire, dans la vie, qu'est-ce que tu trimbales avec toi ? T'en as déjà un peu dit, mais tu vois, qu'est-ce que tu portes comme valeur, comme message, qu'est-ce que tu as envie de transmettre ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Charles. Merci pour ça. Écoute, je dirais que j'ai une parole politique au sens large du terme, c'est-à-dire que, bien sûr, en tant que scientifique, on essaye de penser la société, de la décrire. Il y a un acte de description dans la science, mais j'essaye toujours de voir comment cette description peut être utile à des projets collectifs, peut être utile à certaines formes de transition.
Et je dirais que ma manière de regarder cette transition est très habitée par la relation à l'autre, d'une part, par les interdépendances entre nature et culture, et donc par les territoires. Parce que ces interdépendances se créent surtout à l'échelle de l'espace vécu, à l'échelle d'un corps en mouvement dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement, des émotions, des odeurs, des sons, des savoirs, une pensée. Et donc je dirais que dans ma parole politique donc, et scientifique, il y a un personnage central, que sont les territoires. Et je pense que dans ces territoires, il y a une forme d'universel parce que quelque part, on a tous dans le cœur un très vieux paysage. Et essayer de mettre en mots tout ça pourrait répondre à bien des enjeux de notre temps. Alors, pour en venir un peu au sujet qu'on traite surtout dans le podcast, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'écologisme ? Pour ma manière de décrire l'écologie, peut-être revenir très rapidement, Charlotte, si tu me le permets, sur une expérience vécue. Pendant très longtemps, j'étais très écologiste scientifique, donc c'est-à-dire compréhension des grands écosystèmes et leur sauvegarde, leur protection. Et notamment avec un angle très grands animaux. J'étais passionné par ces grandes espèces qui nous bercent depuis qu'on est enfant et qu'on a toujours envie de rencontrer. Les grands éléphants, les grands ours, les grands mammifères marins. Et j'ai réalisé un rêve en licence 3. Je suis parti 8 mois en stage en Australie dans une équipe de rangers, travailler sur la protection des populations de koalas. Ces légendes que je voyais à la télé sur France 5, j'étais auprès d'eux dans le bush australien. Ouais, alors comme ça, je le dis avec des étoiles dans les yeux, mais quand j'étais sur place, c'était très dur, très physique, très sportif. À l'époque, je ne l'étais pas du tout. Je ne suis toujours pas beaucoup, comme tu peux voir. Mais à l'époque, c'était pire. Non plus, à l'époque, c'était pire. Mais je crois que ce stage m'a ouvert les yeux, et c'est peut-être par sa difficulté qui m'a été éclairant. En disant ça, je pense notamment aux propos de Nicolas Bouvier qui sont très beaux. Il disait texto que voyager, c'était nous mettre en situation de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité permet de davantage ouvrir nos sens. Et voilà, par la difficulté du stage en Australie, je pense que j'ai compris des choses que je n'aurais pas compris si j'avais fait un stage en bureau. Et là-bas, justement, pour protéger les koalas, on les séparait des activités humaines et on les mettait loin dans des espaces protégés. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas d'un point de vue purement écologique, c'est-à-dire que les populations de koalas augmentaient sur du court terme, se stabilisaient très rapidement et finissaient toujours par diminuer. Car problème de concurrence territoriale, problème de consanguinité, etc. Ça ne marchait pas d'un point de vue anthropologique, on créait des barrières entre les vivants là où il me paraissait d'ores et déjà plus fertile de les rapprocher, de les rassembler. Et puis ça, je le découvrirai plus tard, mais par cette séparation entre nature et culture, on crée aussi des barrières entre les humains. Il y a Claude Lévi-Strauss qui disait ça déjà en son temps. C'est une phrase que je trouve très poétique, très juste, qui n'a jamais été autant d'actualité. Il disait, j'ouvre les guillemets, que séparer l'homme de la nature, c'était forcément opposer un type d'homme à d'autres types d'hommes. Texto. En disant ça, il parlait surtout des populations occidentales, des populations autochtones. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on a de plus en plus de mal à se rencontrer pour ce qu'on est et non pour ce qu'on voudrait que l'autre soit, on a de plus en plus de mal de créer des ponts, de créer des dialogues en fait, en humanité. Eh bien, je crois que ça concerne en fait tout type de population, tout type de territoire. Tout ça pour répondre à ta question, Charlotte, qu'aujourd'hui, l'écologie me semble être fondamentalement une affaire de relation. C'est quand on saura repenser notre manière de vivre avec l'autre qu'on saura répondre aux mots MAUX, sociaux et environnementaux de nos sociétés. L'écologie commence par le combat du lien. Et je pense que tu as en partie répondu à ma prochaine question qui était de rapprocher cette notion de ton parcours à toi. Et je pense que c'est assez parlant en fait comment tu as lié les deux dès le début. Tu vois, tu as fait de la définition de l'écologisme quelque chose de profondément entremêlé à ton histoire personnelle. Et je trouve que c'est aussi ça, pour moi, les nouvelles manières de parler de l'écologisme. C'est de la rapprocher de ce qu'on vit, tu vois, de la sortir de carcans universitaires et tout. Et c'est génial. Moi, j'adore ces moments avec ces questions-là parce que je vois l'écologisme à travers le prisme personnel et l'histoire de chaque personne que je rencontre. Et je trouve ça incroyable. Alors, tu as raison, Charles, de sortir des carcans scientifiques, mais je dirais même que l'écologie, d'une certaine manière, renouvelle la manière de créer du savoir. Et donc, potentiellement, de faire de la science. Et je dirais même que
savoir et sensibilité sont vraiment les deux piliers de l'intelligence. Et politiquement, socialement, scientifiquement, on a oublié le deuxième pilier, la sensibilité, qu'il faudrait redécouvrir. Et je pense que l'écologie apporte ce potentiel-là, en fait, de ramener la sensibilité dans la manière de faire société, de faire construction de la connaissance. Pourquoi ? Parce que l'écologie, je pense, est en partie, une ode au beau, une ode à l'esthétisme, une ode à la poésie. Et au fond, elle ramène à ce constat, je pense qu'on devrait davantage porter dans les milieux de l'écologie, c'est que, à mon sens, tout projet politique, donc tout projet de société, politique entendu au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas qu'aux seules institutions politiques, qu'au seul acte électoral. Donc tout projet politique au sens large du terme pourrait commencer de l'intraitable beauté du monde, quelque part. Et ça, pour moi, c'est un message fondamentalement écologiste. Carrément. Et je pense qu'on a posé des petits jalons pour toute la suite de la conversation, parce qu'on va revenir évidemment sur ces points-là. Et d'abord, peut-être parler un peu d'un pilier de nos manières de concevoir la société traditionnellement, dans notre histoire, etc. Dans tes interventions diverses et variées, tu parles souvent de casser le dualisme nature-culture. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément en tête cet angle avec lequel on analyse beaucoup de choses dans notre vie, est-ce que tu pourrais leur expliquer ce que c'est et pourquoi, selon toi, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'enlever ? Alors, en fait, cette dualité, elle est très ancienne et c'est l'un des nœuds majeurs, je crois, de notre société. Je pense effectivement, comme d'autres anthropologues, j'invente rien, c'est un constat qui est quand même partagé par nombre d'entre nous, que c'est en dépassant cette dualité entre nature et culture qu'on saura prendre soin du vivant, tout simplement, humain y compris, puisqu'on fait partie du vivant. Comment elle émerge, cette dualité ? Ça fait débat dans le milieu scientifique. Certains la ramènent à lorsque Moïse reçut les 10 commandements sur le mont Sinaï. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là où l'homme se pense en abstraction par rapport à son milieu, se pense à travers le jeu, le J-E, qui n'est influencé par rien si ce n'est le libre arbitre. Ouais, c'est un peu de là que ça émerge. Moi, je prends un point de départ un peu plus récent dans l'histoire de l'humanité parce que je crois que, certes, la religion monothéiste a amené une forme de dualité entre nature et culture, mais que cette dualité s'est matérialisée vraiment dans nos manières de fonctionner politiques par le siècle des Lumières. Et la fameuse phrase de Descartes, toute l'essence de l'être humain est de penser, et pour cela, il n'a besoin de rien. Et cette dualité donc, qui a conditionné toutes nos manières de fonctionner depuis le siècle des Lumières, aujourd'hui commence à être battue en brèche pour plein de raisons différentes. Déjà, on observe que en tant qu'humain, on est en grande partie la somme des relations qui nous composent. Nos goûts, nos manières de penser, nos manières d'être, nos corps même, sont issus des couleurs de la terre dans laquelle on a grandi, sont issus des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont fait bifurquer, sont issus de ce professeur, de cette professeuse inspirant qui a guidé nos pas. Il y a toujours un libre arbitre, mais ce libre arbitre est influencé, au fond, par des sphères relationnelles. Donc ça, c'est le propre de la vie de l'humain. Et on le retrouve exactement de l'autre côté, chez la vie du non-humain. Au fond, le commun qu'on a avec tous les êtres vivants, c'est d'être fondamentalement des êtres relationnels. Et je pense que c'est quand on redécouvrira ça qu'on saura construire des territoires vraiment inclusifs, puisqu'on saura prendre encore nos interdépendances et en faire un projet de société, tout simplement. À force, tu vois, au fur et à mesure des questions, je pense qu'on va ramener aussi du concret dans tout ça. Je pense qu'on va tout de suite entrer dans le sujet principal pour que peut-être tu nous expliques de manière peut-être plus concrète et plus visible, entre guillemets, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu parles souvent d'une écologie de la relation, et là tu l'as évoqué à plusieurs reprises déjà. Qu'est-ce que ça veut dire et par quoi ça passe concrètement ? Alors, cette écologie de la relation qu'on a travaillé avec un autre anthropologue, je me permets de le citer si tu es d'accord, Charles, c'est Pierre Spilowa qui fait sa thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris, est né d'un constat que tout ce qu'on vivait peut être amené à une crise de l'un, L'-UN, à une crise de l'uniformité. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas su penser nos interdépendances, puisqu'on a pensé l'être humain comme déconnecté de tout ce qui l'entoure, on a pensé à un modèle unique dans la manière de faire
démocratie, dans la manière de faire société, dans la manière de penser l'aménagement du territoire, dans la manière de faire normes sociales de manière générale. Et aujourd'hui, cette uniformité, elle nous revient comme un boomerang un peu au visage, puisqu'on observe que, en fait, uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus. Par cette uniformité, on a détruit des humains, on a détruit des non-humains, on a détruit des natures, on a détruit des cultures. À l'échelle de la France, pour se concentrer peut-être sur l'Hexagone, je pense qu'elle s'observe à travers 3 grands piliers de nos modèles de développement. Le premier, c'est la manière dont on a aménagé les territoires. Un exemple, je pourrais en citer plein, mais peut-être se limiter à ça. La théorie des avantages comparatifs qui naît à partir de la fin du 18e et qui va vraiment se déployer dans les territoires courants du 19e et jusqu'au courant du 20e siècle. La théorie des avantages comparatifs, elle dit tout simplement que pour éviter la concurrence, chaque territoire doit se spécialiser dans une filière d'excellence. Comme ça, elle pourra peser sur les marchés nationaux, sur les marchés internationaux, sans concurrencer son voisin. C'est comme ça qu'on a mis les sous-marins à Cherbourg, qu'on a mis le port d'export des matières agricoles à Lorient, qu'on a mis les avions à Toulouse. Le problème, c'est que cette théorie des avantages comparatifs, elle a eu 2 immenses limites. La première, c'est que la plupart des filières ont été décidées depuis Paris et ont été parachutées dans les territoires. Elles ont changé complètement la face des territoires, le visage des territoires, et donc les manières émancipatrices d'y vivre en lien. Le bon exemple, c'est la Bretagne, avec ce fameux port de Lorient. Le port de Lorient change complètement le visage de l'agriculture bretonne, qui devient hors sol, qui devient de l'élevage fortement intensif, qui n'avait pas plus d'intérêt de se développer en Bretagne qu'ailleurs, puisque c'est l'élevage hors sol qu'on peut faire n'importe où ailleurs. Si c'est développé en Bretagne, c'est tout simplement parce que par proximité avec le port de Lorient. Cette agriculture met en précarité tous les petits paysans de la Bretagne, transforme complètement le paysage de bocage breton, pollue les sols, pollue les rivières, problème des algues vertes sur les littorales bretons qui asphyxie complètement, humains et non humains, des plages et des mers de la Bretagne. Donc on voit un peu sur le temps long les cycles de rétroaction que ça a créé. Et puis la deuxième limite un peu de cette théorie de la spécialisation des territoires, c'est que malheureusement elle n'a pas su prophétiser l'avenir, dans le sens où au fil du temps il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là on voulait que les territoires ne se concurrencent pas. L'histoire a fait que des territoires en ont écrasé d'autres. Exemple, Airbus à Toulouse et tout l'écosystème associé d'universités, de start-up, d'influence crée beaucoup plus d'emplois que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, par exemple. Et donc là, on voit comment une politique de normes sociales, la théorie des avantages comparatifs, qu'on impose à tous les territoires, crée de l'uniformité dans un premier temps, en fait, au nom de la spécialisation, et crée in fine, sur du temps long, d'immenses précarités, desquelles aujourd'hui on a du mal à sortir. Donc ça, c'est le premier pilier de l'uniformisation, comment on a pensé nos territoires. Deuxième pilier, très rapidement, on connaît bien, c'est le capitalisme. Alors le capitalisme, on le connaît bien pour les inégalités que ça crée à juste titre, on le connaît un peu moins bien pour son impérialisme, c'est-à-dire sa manière à phagocyter les valeurs sociales d'une société à sa propre solde en imposant une valeur de marché. C'est Orwell, je crois, qui disait ça. Il disait que le capitalisme, grosso modo, donne un prix à tout, mais une valeur à rien. Et à l'échelle du monde, au fond, ça a déstabilisé complètement les sociétés. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé de manière triste, violente, en Afrique de l'Ouest, par exemple. Et puis, troisième pilier, ça revient à la pensée de Claude Lévi-Strauss que j'expliquais tout à l'heure. L'écologie elle-même, en tout cas une certaine forme d'écologie qui a séparé nature et culture, a participé aussi à créer d'immenses précarités. Un exemple que je cite souvent, c'est l'exemple du parc national du Virunga au Congo. Pour protéger le gorille des montagnes, on a demandé aux pygmées de partir pour protéger une espèce qu'eux ne chassaient pas ou très peu, pour valoriser un espace, les forêts humides du bassin du Congo, qu'ils avaient su valoriser au fil du temps. Aujourd'hui, les pygmées sont marginalisés dans les bidonvilles de Kinshasa ou de Brazzaville, coupés de leur lieu de culte, de leur lieu d'émancipation, pour une nature qui est, elle, réappropriée par de l'orpaillage illégal et par du braconnage, en partie parce que la forêt n'est plus habitée, en partie parce que la forêt a perdu ses gardiens. Et du coup, on voit qu'à travers ces 3 schèmes, donc la manière de penser les territoires, la manière de penser notre économie de marché et la manière de penser finalement la protection de la nature, le point commun en tout ça, c'est qu'on n'a jamais pensé le lien. On n'a pas pensé les équilibres territoriaux d'un côté, on n'a pas pensé les valeurs culturelles de chaque communauté qui sont émancipatrices pour elle.
On n'a pas pensé les interdépendances entre nature et culture. Et donc cette écologie de la relation, elle nous invite finalement à faire tout l'inverse, c'est-à-dire à commencer chaque projet de développement, chaque manière d'aménager le territoire, chaque manière de parler, de réciter, de compter l'avenir, parce que c'est aussi une affaire de récit, au fond, demain, et de commencer tout ça à partir de la relation, ça nous semble être la clé pour répondre aux enjeux qui traversent notre époque. Et ça nous semble être même un universel, parce que c'est ça qui est beau dans la relation, c'est que ça peut emmener cause sociale et cause environnementale tout en s'adaptant aux lumières de chaque paysage, c'est-à-dire que ça porte une cause universelle sans uniformiser les mondes. Ça nous permet de construire une France qui puisse abriter enfin plusieurs Frances. Ça nous permet de construire un monde qui puisse enfin abriter et réconcilier plusieurs mondes. Ce dialogue entre unité et pluralité, ça me semble être le chantier, le combat de tous les combats. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quelque part, ça ricoche sur même des plus petites causes, tu vois. Par exemple, ça me faisait penser à l'uniformité aussi dans l'agriculture, par exemple, dans les cultures. Et en fait, on n'a pas non plus pensé le lien entre plusieurs cultures qui peuvent se protéger, tu vois, les unes les autres. Enfin, c'est les principes de la permaculture et de l'agroécologie, etc. Et je trouve que le problème de l'uniformité et le manque de réflexion autour du lien, en fait, on le retrouve partout. C'est impressionnant à quel point c'est présent et c'est une problématique qui revient tout le temps. Et du coup, peut-être, là, on a parlé de la partie plus problème. Est-ce que tu as des exemples ou des trucs que tu as lus ou que tu as vus ou que tu as suivis sur des projets qui recréent du lien et qui portent avec eux cette société relationnelle que tu appelles de tes voeux? Oui, tout à fait, Charlotte, et je crois que c'est ce qui doit nous inonder d'espoir aujourd'hui, c'est que partout dans les territoires, les choses tremblent, les gens se remettent en route, les gens se remettent en marche et construisent les oasis qui feront les mondes de demain, je pense. Oasis au sens métaphorique du terme. Ces réseaux, ils sont extrêmement pluriels, ils sont également beaux dans leur pluralité. Ce que j'appelle, le mot est pas le bon, j'invite tout le monde à chercher peut-être un mot qui correspondrait un peu plus à cette pensée, mais ce que j'appelle les réseaux territoriaux prennent des formes du coup extrêmement différentes. Ça va par exemple de l'ancien fondateur de jeuxvideo.com qui a créé son écolieu dans le Cantal, qui s'appelle les Cocottes Numériques, incroyable, à des communautés, c'est vrai, un peu plus libertaires. Et entre ces deux mondes, on va dire, il y a des choses extrêmement plurielles qui s'inventent. Les réseaux de l'agroécologie, de la permaculture, des AMAP, des cafés culturels, des démocraties permanentes, les réseaux des communs de manière générale. Et puis aussi, je dirais, des réseaux jugés un peu moins alternatifs, mais qui font vivre avec passion, avec abnégation, comme une ascèse, les territoires. Je pense à tous les petits commerçants, par exemple, qui font le choix de rester dans un lieu chéri et dans un lieu aimé. Je pense finalement aux architectes, aux paysagistes, aux urbanistes, qui ont quand même une vocation à remettre de la diversité dans les territoires, ou devraient avoir cette vocation. Alors ça, c'est de l'histoire aussi de l'architecture, qui n'a malheureusement pas toujours eu cette vocation, mais aujourd'hui, les nouvelles générations d'architectes y reviennent. C'est une magnifique nouvelle. Et puis, c'est aussi la coiffeuse dans les Flandres intérieures, qui n'a pas pu partir de son territoire, parfois de manière choisie, parfois de manière non choisie, parfois par injonction, pour s'occuper d'une maman malade, par exemple, pour reprendre l'entreprise aussi de l'entreprise familiale. Mais on ne se rend pas compte à quel point ces métiers dans les territoires pratiquent le care, pratiquent la relation, pratiquent le prendre soin. Donc ces réseaux, ça concerne éventuellement des millions de personnes, de manière directe ou de manière indirecte. Et je crois qu'ils ont fondamentalement un commun, tous ces réseaux-là. C'est le lien au lieu. Ils portent tous un nouveau lien au lieu, une nouvelle manière de faire vivre leur territoire. L'enjeu maintenant, c'est de transformer l'essai. C'est-à-dire, c'est d'essayer de mettre en mots, de mettre en images, de mettre en dessin éventuellement, l'horizon de société nationale et internationale auquel renvoient ces réseaux. À mon avis, cet horizon n'existe pas actuellement dans l'offre politique au niveau national telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a des personnalités, il y a des mouvements qui tendent, mais qui n'en font pas encore leur matrice. Les territoires, c'est pas un thème. C'est pas une thématique, c'est une matrice, c'est le chapeau de toute pensée à mon sens, de quelle découle toute politique publique, toute manière de penser en fait notre vie ensemble. Et je pense que voilà, c'est quand on saura mettre des mots sur cet horizon de société c'est le chantier qui reste à faire, quoi. Et c'est dans ce chantier que j'ai envie maintenant d'inscrire un petit peu mes pas de militant.
Et justement, du coup, on en parle depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il est temps de l'expliciter un peu plus. De la notion de territoire, je crois qu'on ne l'a pas encore vraiment définie. Je ne sais pas s'il y a une définition ou quoi. Et peut-être tu peux nous dire un peu, toi, ton histoire personnelle avec ces territoires. Et par exemple, tu as parlé de ton lien particulier avec l'Afrique. Peut-être est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors moi j'ai eu la chance de grandir dans un petit hameau. Tu sais, Charlotte, à la frontière entre l'Île-de-France et l'Eure-et-Loire et et le département du 28, la région Centre-Val de Loire donc, 150 habitants, paumés dans la forêt, et j'ai eu la chance de grandir en meute au sens littéral du terme. Je m'explique, j'ai toujours eu 2 chiens à la maison, et ma maman, mère au foyer, a fait pensionnat canin pour arrondir un petit peu les fins de mois. Ah ouais. Je rentrais du collège, il y avait 7-8 chiens à la maison pour mon plus grand bonheur. Si je te dis ça, c'est parce que je pense que, en fait, je suis né dans un territoire, j'ai grandi dans un territoire métissé, hybride entre humain et non humain en permanence, et en même temps très ancré dans une dynamique particulière. Je pense que c'est ce qu'il faut porter, en fait, des territoires créolisés au sens d'Édouard Glissant, et à la fois ancrés dans leur singularité. Comment définir le territoire ? Moi, je me pose la question de s'il faut vraiment le définir. Pourquoi ? Parce que ce qui fait naître un territoire, c'est les interdépendances qui s'y nouent, en fonction du relief, en fonction du climat, en fonction du dialogue avec les éléments, mais aussi en fonction de la vie de chaque individu. C'est-à-dire qu'on a tous différents territoires d'appartenance, et c'est aussi ça qu'il faut mettre dans le débat public. À titre d'exemple, moi je me sens plus proche de mes amis au Burkina Faso, par exemple, que de mon propre voisin. C'est un paradoxe de nos sociétés, rendu possible par le tout numérique, mais qui ne crée pas que des démons, qui crée aussi de nouvelles alliances possibles, de nouveaux projets possibles, des dynamiques qui connectent l'ici à l'ailleurs. Il y a Milton Santos, un géographe brésilien, qui disait ça. Il disait qu'il faut être des citoyens du local et des philosophes du global en permanence. Et je pense que c'est une phrase très belle qu'on devrait garder au fond du cœur et qui devrait guider sans cesse nos pas quelque part. Donc je pense qu'il ne faut pas définir forcément la notion de territoire. Il faut la bercer d'imaginaire et il faut que chacun en fait se l'approprie en fonction de la trajectoire de vie qu'il a envie de porter. Tu sais, les silences sont utiles aussi dans le débat politique. On n'est pas obligé de tout nommer, on n'est pas obligé de tout définir. Les silences font partie de la musique. Parfois on a peut-être besoin de se taire pour libérer d'autres possibles. Et je pense que les territoires rentrent typiquement dans cette définition-là. Et du coup, pour faire mon lien avec l'Afrique, elle est rentrée dans ma vie à un moment où je ne m'y attendais pas. J'avais plutôt les yeux tournés vers l'Océanie. Je préparais potentiellement un projet de thèse sur place. J'hésitais entre 2 projets de thèse à l'époque. Et puis j'ai rencontré une dame, une femme trop stylée, trop swag à l'époque. Elle l'est toujours, qui est devenue mon épouse, qui était burkinabé, qui finissait ses études à Paris et qui a trouvé son premier job à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour donner une chance à notre couple, au moment où je rentrais en thèse, du coup, j'ai fait le choix d'une autre thèse plutôt que l'Océanie, une thèse sur Alès, sur les Cévennes, que je ne regrette pas du tout. Ça m'a inondé d'imaginaire incroyable de travailler sur le territoire qu'avait traversé Stevenson il y a quelques siècles. Son imaginaire est très présent, c'est un fantôme qui est là, quoi, ouais. Et qui berce complètement les montagnes des Cévennes. Autant dans ce qu'elles ont de beau, les Cévennes, mais autant dans les chaos qui la traversent, parce que c'est une région qui a eu du mal à se relever de la désindustrialisation. Les hommes du feu, les femmes du fil, les hommes du noir, les mineurs qui composaient le territoire ont vu tout s'écrouler à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien qu'aujourd'hui, il reste que des ruines qui demandent complètement de se réinventer. C'était l'objet de ma thèse. Comment construire un récit et un projet de développement alternatif pour un territoire pauvre comme les Cévennes, qui a finalement presque tout perdu lorsque la France s'est désindustrialisée. Bref, du coup, si je te dis ça, c'est parce que pour donner une chance à notre couple, j'ai négocié un télétravail avec mes directeurs de thèse et je suis parti vivre avec elle à Abidjan. C'est comme ça que l'Afrique est rentrée dans ma vie. C'est marrant parce que quand on pense aux anthropologues, aux géographes, souvent ils sont reliés à une université française et ils vont faire leur terrain à l'autre bout du monde. Moi, c'était le contraire. En fait, comme mon terrain était en France, les Cévennes, je revenais faire mes terrains en France alors que j'avais fait le choix de partir à l'autre bout du monde pour vivre à Abidjan. Et suite à ma vie à Abidjan, on est remonté ensuite à Bobo-Dioulasso, la seconde ville du Burkina Faso, où on s'est mariés suivant les traditions. Et c'est qu'après notre mariage qu'on est revenu en France. Qu'est-ce que m'a appris l'Afrique ? J'y suis resté l'équivalent de 3 ans, avec des coupures quand même assez fortes, vu que je revenais en France faire mes terrains. Elle m'a appris la complexité justement de la relation. Car en Afrique, tout est relationnel, pour le pire comme pour le meilleur.
La maison de retraite, ça s'appelle la famille en Afrique de l'Ouest. Ça crée une beauté absolue du prendre soin, duquel on devrait bien s'inspirer ici en France, puisqu'on est en train de vivre une transition démographique majeure. L'avenir de la France n'appartient pas à la jeunesse, c'est faux. Elle appartient beaucoup plus à la vieillesse que la jeunesse. Car en France, l'espérance de vie augmente et la natalité diminue. On va suivre la même trajectoire que le Japon, c'est-à-dire qu'on va devenir un pays vieillissant. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça demande juste de repenser nos manières de vivre ensemble. Et du coup, nos récits aussi. Parce que quand on dit que l'avenir appartient à la jeunesse, en fait, on prive la France du vrai récit par laquelle elle devrait s'inventer. Oui, carrément. Et donc l'Afrique, c'est ça. Voilà, la maison c'est un lien aux aînés qui est très fort. C'est des savoirs traditionnels qui se réinventent de manière permanente. Dans certains endroits d'Afrique de l'Ouest, c'est un lien avec l'islam qui est très présent. Et puis c'est beaucoup d'entraide, c'est beaucoup de solidarité. C'est le côté positif de la relation. Et puis l'Afrique, voilà, la relation fait naître des chaos aussi. Édouard Glissant le disait très bien, la relation, c'est aussi des ténèbres. Et l'Afrique, c'est bien sûr des difficultés fortes, des démocraties qui tremblent, encore fragiles. C'est aussi des guerres qui ont laissé beaucoup de blessures. Parfois, la colonisation est du nombre. Ces guerres sont nées, en fait, de l'héritage colonial. Donc, c'est rigolo à quel point, parfois, la vie réserve des surprises qui conditionnent des alignements très forts. Et depuis, l'Afrique de l'Ouest ne m'a jamais quitté. Elle est très présente, notamment le Burkina Faso. J'ai envie maintenant de... J'ose pas trop le dire, ça, dans les milieux de l'écologie, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Ça m'a appris plein de choses. Je recommande quand même cette quête de l'altérité. Je ne fais pas partie des écolos qui donnent des injonctions à ne plus voyager, au contraire. Au contraire, il faut voyager, essayer de trouver des manières de voyager qui polluent moins. Parfois, c'est impossible, il faut prendre l'avion quand même. Pour aller en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de solution en dehors de l'avion, actuellement. Mais faites-le quand même, parce que je crois que l'altérité est tout ce qui conditionne finalement la politique. La politique, c'est le commun, et le commun, c'est l'altérité. Voilà. Et les injonctions à se refermer sur soi-même qu'on retrouve dans les milieux de l'écologie, elles me font peur. Parce qu'elles me semblent antinomiques de ce qui devrait pourtant nous rassembler. Et j'ai envie de continuer, moi, personnellement, cette quête de l'altérité en permanence, plutôt orientée maintenant vers les Afriques. C'est-à-dire arrêter de voyager partout dans le monde, mais essayer de mieux comprendre cette complexité africaine. Et ça demande un véritable effort. Tu vois, la relation est une méthode aussi de travail, un équilibre de vie, une éthique dans la manière de prendre ses choix. Et c'est vrai qu'actuellement, avec ma famille et puis avec les gens avec qui je suis engagé, dans tous les choix qu'on prend, dans tous les choix qu'on fait, on essaye toujours que les projets qu'on porte ici résonnent avec le là-bas et vice-versa. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Je pense que les personnes qui nous écoutent vont l'avoir remarqué, mais quand tu parles avec beaucoup de poésie. Et moi, c'est quelque chose qui me touche. Enfin, j'adore la poésie et je trouve ça très important d'en remettre, d'en saupoudrer un petit peu partout. Tu défends le fait de notamment faire de la politique une poésie. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent mais c'est quoi le rapport avec la poésie? Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce rapport-là? Moi, je me dis pas poète, ça serait très présomptueux de ma part. Par contre, c'est vrai que j'ai cette sensibilité qui essaye en fait de jouer sur les imaginaires, de jouer sur les images, et ça, c'est nécessairement poétique. D'ailleurs, lorsque j'ai écrit mon premier livre, je me rendais pas compte de ça. Et c'est des gens qui sont venus me voir en me disant que j'avais une écriture poétique et que je devais continuer dans ce sens. Et c'est vrai que, en fait, sans me rendre compte, j'avais on va dire cette sensibilité-là. Et quand on me l'a dit, j'ai essayé de voir comment justement on pouvait en faire un chemin de ce rapport poétique à l'espace et du coup à l'engagement. Pourquoi c'est important en politique de faire des choses qui peuvent se ramener à la poésie? Parce que je pense que le chemin est tout aussi important que la finalité dans nos engagements. Et en politique, surtout dans la période actuelle où tout ou presque passe par les réseaux sociaux, on a tendance à retomber facilement dans la vindicte, dans des formes de violence, donc, dans de l'accusation, dans la stigmatisation, dans l'assignation. Tout ce qu'on est censé combattre, en fait. Les mots construisent des mondes, les mots traduisent des choses. On a besoin de ce rapport aussi aux manières de dire et de parler qui nous mettent en mouvement, qui créent des sensations chez nous. Et c'est important de savoir ce qu'on véhicule par la parole. Je regrette que les militants, les militantes tombent trop facilement dans le piège du buzz, par volonté aussi de se faire connaître. Je comprends ça, c'est légitime. Mais je pense qu'on doit se faire connaître en étant aligné avec ce qu'on défend. Je dirais même que c'est peu pardonnable de défendre une société non violente
mais de faire de sa communication permanente sur les réseaux sociaux un chemin de violence. Donc ça, c'est la première chose, cette volonté d'alignement. Je pense que la qualité du changement est tout aussi importante que sa vitesse. Et c'est l'une des injonctions majeures qu'on a quand on est dans les mondes de l'écologie, c'est qu'on veut aller vite, c'est vrai, mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on fait des choses non pertinentes qui peuvent vraiment nous revenir comme un boomerang au visage. Voilà. Donc j'invite les gens à porter attention aussi à la qualité du changement. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est que quand on est dans la vindicte, quand on est dans la colère, déjà on manque de nuances. Et je pense que justement construire demain nécessite de la complexité et par extension nécessite de la nuance. En fait, on prend les gens pour des cons en faisant ça. Et c'est dommage parce que les gens peuvent comprendre la complexité du monde. Et je pense que voilà, les militants, les militantes, les leaders, les leaders devraient donner les outils aux gens de comprendre le monde tel qu'il est plutôt que vouloir toujours les mettre dans la case que eux défendent. En fait, elle est là la vraie politique. C'est de permettre à chacun de devenir un leader politique en fait. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai leader. C'est non pas dans sa capacité à rassembler derrière lui, mais c'est sa capacité à faire naître d'autres leaders et d'autres leaders. Dans mes enseignements aussi, sur un autre volet, donc le volet plutôt scientifique, dans mes enseignements à l'université, je dis toujours ça à Charlotte, ça étonne parfois mes étudiants. Je leur dis, si vous sortez de ce cours en ayant remis en cause certains de vos acquis, j'aurais réussi mon premier pari. Si vous sortez de ce cours en vous posant plus de questions que lorsque vous y êtes entré, alors j'aurais réussi mon second pari. Je sais que vous serez sur la bonne voie. Donc tu vois, c'est un peu ce rapport en fait à la complexité. Et enfin, la dernière chose dans ce chemin poétique, c'est que tout à l'heure, je disais que pour moi, les deux piliers de l'intelligence, c'était les savoirs et la sensibilité. Lorsqu'on est dans la vindicte, on joue sur cette sensibilité-là. On parle au cœur, mais on joue sur la colère. On teinte les cœurs de noir. Tandis que quand on est dans la poésie, on les teinte de couleur. Et je pense que la couleur, j'en suis même persuadé, historiquement c'est vérifié, elle a toujours davantage mis en mouvement que le noir. On ne fait pas de politique sur la colère. On ne fait pas de politique sur la vindicte. On ne fait pas de république au sens étymologique du terme, la res republica, c'est-à-dire le commun sur la stigmatisation de l'autre en fait. On fait république par le métissage de nos identités. Et ça demande de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça demande de ramener un peu de complexité dans tout ça. C'est ça ce que j'appelle le rapport poétique à la politique. Et c'est un vaste chantier. Du coup, toi, tu es représentant national des territoires à EELV, donc Europe Écologie Les Verts. Pour rentrer dans le plus concret, du coup, est-ce que c'est possible, tu trouves, de faire de la poésie, par exemple, dans ce parti ou dans la politique institutionnelle en général? Est-ce que tu arrives à apporter cette vision de la politique et cette manière différente de prendre la parole politique? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ou c'est quoi tes ressentis sur ça? C'est une très bonne question, Charlotte. C'est des réflexions qui m'ont animé toute l'année dernière, tout au long de mon mandat, qui continue effectivement. Peut-être pour que les auditeurs, auditrices comprennent, peut-être préciser la forme un petit peu de mon mandat. Donc c'est un mandat qui est relié effectivement à la direction nationale, mais qui est centré sur le fond. C'est-à-dire que j'essaye de renouveler tout le fond de l'écologie politique, et donc les méthodes de l'écologie politique, à travers le vivre ensemble dans les territoires. Voilà. Et donc à travers la relation à l'autre. C'est quelque chose qui renoue, à mon sens, avec l'ADN de l'écologie politique, entendu au sens large du terme, qui n'appartient pas qu'au Parti Europe Écologie Les Verts, bien sûr, mais que l'écologie politique, notamment au niveau national, a eu tendance à perdre par ambition républicaine. Je dirais que par volonté d'avoir des élus à des niveaux d'action dits forts au niveau national, on est retombé dans des codes dits jacobins, dans des codes centralisateurs, là où la pensée des territoires s'inscrit dans une république unie, certes, mais fortement décentralisée. Et donc je pense qu'on s'est trompé. En fait, l'écologie politique s'est trompée de perdre ce lien au territoire. Aujourd'hui, ça nous revient comme un boomerang au visage. Les territoires explosent dans le débat public. Les gilets jaunes, la crise démocratique, la crise de la biodiversité, du vivant de manière générale, c'est une crise de l'habité, tout ça. On ne sait plus vivre ensemble dans les territoires, tout simplement. Et il s'agit vraiment de la retrouver. C'est dans cette ambition que s'inscrit mon mandat. De là, deux questions. Est-ce qu'on peut renouveler tout le fond de l'écologie politique à partir des territoires? La réponse est oui. Ça demande tout simplement de libérer complètement nos imaginaires et de repenser toutes nos manières de faire, de parler et même nos stratégies politiques à la lumière de la relation, à la lumière des espaces vécus.
c'est un certain chamboulement parce que ça nous demande de faire un pas de côté par rapport à la vision de la République centralisée telle qu'on en hérite en France. Voilà. Pour s'inspirer d'autres modèles, de la démocratie danoise par exemple, ou de la démocratie suisse, qui m'ont l'air d'être des modèles un peu plus pertinents, en Europe en tout cas. La deuxième chose, c'est est-ce que cette vision des territoires doit se limiter à un parti politique ? Je pense que surtout pas. Surtout pas parce que les partis politiques sont quand même une entreprise d'uniformisation assez forte. On se met tous à parler pareil, à penser pareil, à tweeter pareil. Là où on a besoin d'une diversité, de manière de penser, de manière de faire, etc. Je pense que les partis devraient s'ouvrir à cette diversité-là, de manière très forte. Et du coup, on a besoin de mouvements politiques, moi ça serait mon rêve, qui ne visent pas forcément les élections et qui font de la diversité leur cheval de bataille. C'est possible. Et je pense que les partis politiques sont dans la capacité de créer cette diversité de chemin par l'entreprise d'uniformisation dont ils sont, malgré eux, et c'est comme ça, les pendants. Autrement dit, les partis politiques, c'est que l'un des chemins possibles pour arriver à cet horizon. Et nous avons absolument besoin des autres chemins pour mener à cet horizon. Et c'est pour cela que ça me semble essentiel de créer, au fond, des dialogues. On ne débat pas, je pense, en philosophie ou dans la démocratie, on dialogue, en fait. Dans le débat, il y a l'idée de démolir, en fait. Il y a l'idée de combattre. En fait, on dialogue plutôt quand on est en quête de l'altérité. On a besoin de dialoguer entre, finalement, différents chemins d'engagement. Aurélien Barraud utilise cette phrase que j'aime beaucoup, qui est un peu technocratique, mais il dit il faut fractaliser nos résistances, quelque part. Et moi, j'aime beaucoup ça. Se dire qu'il faut créer... plein d'îles de résistance et les mettre en lien sans les uniformiser, quoi. Les partis politiques sont qu'une seule de ces îles-là. Les associations, l'entrepreneuriat, la bataille des imaginaires, la bataille des récits sont d'autres de ces îles. Et ça demande aussi, pareil, c'est une invitation que je fais aux militants et militantes, d'arrêter de dire que c'est que la politique politicienne qui change tout. C'est fondamentalement faux, ça se voit d'ailleurs à travers l'histoire. Ceux qui ont le plus marqué leur temps, c'est pas des politiciens. C'est d'autres types de personnes. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que même pour les gens qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques, vous pouvez avoir tout autant d'impact. Donc, faites ce dont vous avez toujours rêvé. Vous arriverez à laisser des traces. Voilà. On en parlait quand on est arrivé en off, mais tu écris beaucoup en ce moment. Et c'est aussi quelque chose qui est lié à tout ça, à la poésie, aux mots, à construire des imaginaires. Et moi, je suis très touchée par l'écriture et par tous ces processus-là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton chemin avec l'écriture et de tes livres et de ceux qui sont parus, ceux qui sont à paraître ? Eh ben, écoute, avec grand plaisir, Charlotte, merci pour ça. Merci pour cette tribune littéraire, entre guillemets. Écoute, j'ai toujours aimé écrire, modestement au début, quand j'étais plus jeune, toujours aimé lire. Comme Michel Serres, j'ai été fortement bercé par Jules Verne et par la plume de Stevenson. L'un des livres qui a changé ma vie, au sens littéral du terme, c'est L'île au trésor de Stevenson. Par sa capacité à m'emmener dans un monde différent et à nourrir l'âme, en fait, d'images, tu vois, même si elles sont imaginaires, même si elles sont de l'ordre du fantastique. Ça permet de regarder un peu le réel autrement, quelque part. De voir une diversité cachée qui nous entoure et qui demande seulement d'être de nouveau montrée du doigt. Et je crois que ce premier exercice d'écriture s'est transformé par un premier livre qui est plus en circulation. Dieu merci, parce que je l'ai relu récemment et ma plume s'est beaucoup améliorée depuis, et heureusement. J'espère que personne ne remettra la main dessus. Qui s'appelait Les petits bonheurs d'un jardin en ville, figure-toi, et qui faisait écho à un jardin partagé que j'ai co-créé à Paris, qui existe toujours dans le 14e arrondissement. Voilà, c'était l'un de mes premiers réels engagements, les mains dans la terre, la tête dans les étoiles, quelque part, en cours quand j'étais toujours étudiant en master. Et puis, chemin faisant, je me suis plutôt orienté sur l'écriture, effectivement, de textes engagés et poétiques, type tribune, type article, pour différentes revues. Et une maison d'édition, les éditions Tana, m'ont proposé d'écrire un livre, mon premier livre, Toutes les couleurs de la Terre, avec l'anthropologue Pierre Spilowa. Ce fameux livre, effectivement, qui a eu un bel écho dans les milieux écolos, qui est resté un peu confidentiel, il faut l'avouer. Il est sorti un mois avant le confinement. C'était pas le meilleur moment pour faire une sortie.
Mais dans ceux et celles qui l'ont lu, ça a éveillé des choses et la plume m'a plu. C'est là où on m'a fait la réflexion que ma plume tendait vers la poésie. Et j'ai essayé de me spécialiser dans ce type d'écriture. Un écrivain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Nicolas Mathieu, prix Goncourt, qui a écrit Leurs enfants après eux, utilise ces mots pour définir son écriture. Il dit que pour lui, l'écriture, c'est un combat. Il rend des coups, en fait, qu'il a une écriture au couteau. Et qu'au fond, il décrit le réel dans tout ce qu'il a de plus violent pour rendre les coups, au fond, un peu. Donc, il n'est pas du tout dans une célébration de la vie, disons. Et je crois que moi, quelque part, sans vouloir me comparer à lui, ça serait pas du tout, mais en l'écoutant et en étant inspiré par sa plume, j'ai l'impression quand même que moi, c'est le contraire. Je suis dans la célébration de la couleur en permanence, quoi. Peut-être parfois en appuyant un peu trop le trait, mais c'est pour inviter les gens à aller chercher au fond d'eux-mêmes ce qui les fait le plus vibrer quelque part. Je dirais que c'est ça. Donc effectivement, je dirais que mon écriture se ramène toujours à ça. Et donc forcément, le rapport poétique est du nombre. Et effectivement, là, il y a 2 livres sur le feu qui sont en cours d'écriture. Un premier livre qui me touche beaucoup, j'espère tellement être à la hauteur. Ça me stresse, mais bon, c'est un livre sur Yacouba Sawadogo, un Burkinabé aussi, plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Pourquoi je te dis que j'espère être à la hauteur ? Parce que le Burkina Faso m'a tellement apporté que j'espère rendre un livre dont les Burkinabés puissent être également fiers, quelque part. Donc gros chantier, j'espère qu'il plaira. C'est pas un livre biographique sur Yacouba Sawadogo, c'est un livre sur la vision qu'il a envie de transmettre au monde. C'est un peu la sobriété heureuse de Pierre Rabhi à l'africaine. Et ce livre est lui-même une rencontre entre lui et moi, lui le vieux, moi le jeune, lui le noir, moi le blanc, lui l'enfant de la brousse, moi l'enfant de la forêt européenne, qui malgré nos différences d'époque et de territoire, regardons dans le même horizon. On regarde dans le même horizon tous les deux. Et donc j'avais envie de traduire que différence et unité peuvent aller dans le même sens, quelque part, à travers cette expérience africaine. Et puis le second livre, c'est un livre peut-être un peu plus de niche dans sa forme, mais je pense qu'il peut parler à tout le monde. C'est un livre d'entretien avec Augustin Berck, l'un des plus grands géographes de notre temps, grand spécialiste du Japon, et qui, je crois, toute son œuvre est baignée par le lien au milieu, par le lien au lieu également. Et il a invité à une méthode pour faire autrement territoire, pour vivre autrement dans les territoires, une méthode inclusive, des humains comme des non-humains, des nords comme des suds, des campagnes comme de l'urbanité, etc. Il est très théorique dans sa manière de parler et d'écrire, c'est ce qui rend son œuvre magique, son œuvre dense. Mais du coup, son œuvre a été peu accessible du grand public, en tout cas ici en France, parce que, à contrario au Japon, il a été très lu. Il m'a dit que sa meilleure vente au Japon avait fait plus de 150 000 ventes. Je ne sais pas si tu imagines, Charlotte. Pour te donner un exemple, je crois que les livres les plus lus en écologie, comme Pablo Servigne, Tout peut s'effondrer, etc., n'ont pas atteint 100 000 ventes, il me semble. Ça a vérifié, ou les a récemment dépassés, quoi. Donc c'est immense, 150 000 ventes. Et donc il y a l'idée d'amener sa pensée également au grand public français. Et donc pour cela, on fait un livre d'entretien où j'essaye de vulgariser sa pensée pour que ça puisse toucher tout le monde. Voilà. Cool. On attend ça avec impatience, du coup. C'est chouette que t'en aies dit 2 mots dans Écosse. Et du coup, peut-être pour passer aux dernières questions du podcast, j'aime bien finir à chaque fois en parlant de peur et d'espoir, en faisant un peu l'équilibre entre les deux. Je voulais tout simplement te demander quelle est ta plus grande peur et quel est ton plus grand espoir pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Je dirais que ma plus grande peur, c'est de perdre le goût de l'autre, en fait. Le goût de la diversité. Et je crois qu'on devrait tous faire très attention à ça, parce que même dans les milieux qu'on pourrait juger très ouverts à l'altérité, je sens des formes de renfermement, y compris dans ceux et celles qui défendent l'écologie. Ça prend plein d'injonctions différentes. L'injonction à ne plus prendre l'avion, que je comprends en soi, mais qui pose quand même de sacrées problématiques. Ça fera l'objet d'un autre échange si tu veux, Charles. L'injonction à
à ne plus bouger. Je comprends cette volonté d'enracinement, mais c'est comment on fait, et je la souhaite moi-même d'ailleurs, mais c'est comment on fait dialoguer l'ici et l'ailleurs en permanence. Voilà, c'est là où je pense qu'on devrait avoir nos phares et nos ports d'attache. Ça prend la forme aussi de l'injonction à se dire que les seuls qui peuvent parler d'une cause, c'est ceux qui l'ont vécu, par exemple. Je pense qu'on a besoin d'ambassadeurs aussi, qui créent du lien entre les mouvements, voilà, qui font de la vie une société de la relation, quelque part. Et je trouve qu'on manque de plus en plus de ça. Ça, c'est ce qui me fait peur, y compris dans les milieux, je le vois naître, y compris dans les milieux auxquels j'appartiens. Je pense que ça ferait naître tellement de démons en société qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça c'est ma plus grande peur. Mon plus grand espoir, c'est relié à ce que je disais tout à l'heure, partout dans les territoires, de mille et une manières, la relation naît, la vie continue à passer, le rire, le chant continue à exister. Et je pense que toutes ces initiatives qui perforent les territoires, maintenant il faut prendre un crayon, il faut les relier. Rejoignez-nous dans cette aventure collective parce qu'elle peut être portée de plein de manières différentes, mais je pense que demain s'écrit là-bas, se forge là-bas. Ouais. C'était une belle conclusion. J'aurais encore 10 000 discussions. Je pense qu'on pourrait parler des heures, mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Et en tout cas, ça ouvre la conversation sur plein de sujets. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte, de m'avoir écouté. Je suis content parce que j'étais plus spontané que certains entretiens où j'ai tendance à parler de manière un peu plus formelle, disons. Ça a peut-être créé quelques hésitations, mais je crois que ça a créé c'était un vrai dialogue, en tout cas, plus qu'un débat. Et merci pour ça, Charlotte. Merci à toi, c'était trop cool. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment de nous quitter. Merci beaucoup d'être restés avec nous pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à toi, Damien, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir pris le temps de discuter avec moi autour de ces notions si essentielles. Si jamais Oikos vous plaît, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. Et puis si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez aussi nous noter et nous laisser un commentaire sur votre application. En tout cas, un grand merci à vous d'être restés avec nous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!